Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture linéaire du poème L'âme du vin. Donc, en intro, vous savez que vous commencez par lire le poème. Une fois que vous avez lu le poème, vous rentrez donc dans votre intro, vous présentez Baudelaire, vous présentez le recueil, le procès, l'explication du titre, et vous dites que nous arrivons dans la 3e section des Fleurs du Mal, qui s'intitule Le vin. Donc, vous expliquez, après avoir succombé au spleen, dans spleen et idéal, le poète a été déçu par les femmes, il a été également déçu finalement par la beauté parisienne, et il cherche à trouver un idéal dans les paradis artificiels. Les paradis artificiels étant toutes les substances qui vous permettent d'accéder à un meilleur imaginaire. Et donc, notamment l'ivresse, qui permettrait de réenchanter le poète, de le rendre plus gai et donc de retrouver un sujet d'inspiration. La problématique de ce poème est toute simple. Comment l'ivresse permet de redonner espoir au poète ou permet au poète d'atteindre un idéal. Pour cela, il y a 3 mouvements. La première strophe, qui est une apostrophe du vin qui s'adresse au poète. Ensuite, le deuxième mouvement, les strophes 2 et 3, le vin rend hommage à l'homme, son créateur, et les strophes 4, 5, 6 qui montrent les pouvoirs du vin et de l'ivresse. Nous allons donc commencer le premier mouvement, qui est donc l'apostrophe du vin au poète. Dès le premier vers, on a l'impression de rentrer dans une anecdote. On retrouve un complément circonstanciel de temps, un soir, qui est mis en évidence en attaque de vers, c'est-à-dire au tout début, et il est mis en évidence par la ponctuation. Ensuite, nous avons une personnification du vin, puisque votre vin a une âme, et que votre vin chante. Donc l'âme est bien entendu une caractéristique essentielle des êtres vivants. Le chant est normalement ce qui caractérise l'homme une fois qu'il a bu et qu'il est ivre. Mais là, l'âme du vin chante dans son contenant, c'est-à-dire dans la bouteille. Il est donc pour le poète, pour l'homme en général, une promesse de gaieté, pour celui qui va boire. Le complément circonstanciel de lieu dans la bouteille et la personnification nous installe dans un univers un petit peu fantastique. En effet, normalement le vin n'a pas d'âme, c'est l'homme qui chante, de sorte qu'on peut se demander si, d'entrée de jeu, le poète n'est pas déjà sous l'emprise de l'ivresse. En quelque sorte, il ne sait plus ce qu'il dit, du moins ce qu'il dit n'a pas véritablement de sens immédiat, n'est pas compréhensible, comme un homme saoul qui se mélangerait dans ses mots. Voilà pour ce premier vers. Ensuite, on passe au deuxième vers. Donc, entre le premier et le deuxième vers, vous voyez que vous avez l'emploi des 2 points et l'emploi des guillemets. Emploi des guillemets qui s'ouvrent et qui vont se fermer au dernier vers du poème. Rentrons donc dans une sorte de discours dans du discours direct, et c'est l'âme du vin qui s'adresse au poète. Alors c'est une figure de style qui s'appelle une prosopopée. Une prosopopée, c'est quand vous faites parler quelqu'un qui normalement ne peut pas parler. Par exemple, je ne sais pas, le téléphone m'a hurlé dessus. Il m'a dit, ouvrez les guillemets, et vous faites parler le téléphone, c'est une prosopopée. Ici, normalement, l'âme du vin ne peut pas parler. Voilà, donc on a une prosopopée. Normalement, la prosopopée sert à faire parler un être absent avec une autorité, quelqu'un de très compétent, qui s'exprime de façon grandiloquente et qui s'appuie sur des valeurs. Notamment, par exemple, pour défendre, faire la morale ou pour dénoncer des défauts, des vices, etc. Ici, il y a un décalage ironique de cette figure de style, puisque, normalement, le vin, l'ivresse, c'est quelque chose qui conduit l'homme au péché. Enfin, dans l'usage chrétien, l'âme est bien entendu ce qui pousse l'homme à aller au paradis et à faire le bien.
mais nous en reparlerons plus tard, donc dans la suite du poème. Donc l'âme du vin apostrophe l'homme. Cet homme, il est repris par une apposition qui se nomme ô cher déshérité, qui est à la fin du vers. Donc on voit bien que le vin tutoie le poète. S'il le tutoie, c'est qu'ils se connaissent, qu'il y a une certaine complicité, une certaine familiarité entre les deux. Donc je reviens sur mon apostrophe, sur mon apposition. Une apposition, c'est une sorte de périphrase qui désigne l'homme, qui est mise entre virgules. C'est une expansion du nom. On retrouve, je vous le mets en une autre couleur, le O qu'on retrouve dans les apostrophes pour interpeller quelqu'un, et c'est en poésie aussi un O qu'on appelle lyrique. Pour ceux qui font du latin, c'est le vocatif. Donc, cette apostrophe lyrique annonce le chant à venir, le lyrisme, c'est le chant de l'âme. L'adjectif cher déshérité, est un terme hypochoristique, c'est-à-dire un terme affectif, qui montre bien qu'il y a un lien très fort entre le vin et le poète, et on voit quand même tout de même que cher et déshérité, ça ne va pas ensemble, et on a donc une sorte d'oxymore sur ces deux termes, puisque quelqu'un qui est déshérité, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Alors, on peut pas chérir quelqu'un qui, a priori, n'a pas d'argent. Le mot déshérité renvoie bien entendu à la biographie de Baudelaire. Vous savez que c'était un homme qui dépensait énormément d'argent et qui a été placé sous tutelle par sa mère et son beau-père. Ça confirme aussi donc l'image du poète maudit qui n'a aucune utilité dans la société, le paria, celui qui mène une vie de bohème et donc qui est coutumier des lieux de débauche, des cabarets et de l'ivresse. Je vous le mettrai sur mon cours, il y a aussi une allusion à un poème de Gérard de Nerval qui s'appelle El Desdichado, qui commence par le vers très connu « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé ». Nerval était un ami très proche de Baudelaire qui s'est suicidé. Donc c'est une allusion indirecte, bien entendu, au monde du spleen, de la dépression et de la mélancolie. Et donc, on pourrait voir dans le poème de Baudelaire une réponse au poème de Nerval. Le vin serait celui qui console le poète. J'en arrive à mon troisième vers, donc votre vin se trouve sous une prison de verre et mes cires vermeilles. Alors, c'est une métaphore, la prison de verre est bien entendu la bouteille, et la cire, c'est le cachet, pour les gens qui ont déjà vu des bouteilles de vin au-dessus du bouchon, il y a normalement pour sceller votre bouchon de la cire. Voilà. Donc bien entendu, le vers est à lire dans les deux sens. Le bien entendu au sens propre, l'âme du vin est prisonnière de la bouteille, elle aimerait s'échapper, elle aimerait sortir, comme l'âme du poète aimerait passer du spleen à l'idéal. Pensez à notre poème Élévation. Donc, si vous voulez, votre poète et votre vin sont prisonniers de façon métaphorique, et ça peut vous faire penser au poème qui est très connu du spleen, je vous l'ai mis aussi dans mon cours, qui s'appelle « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». Donc bien entendu, on retrouve chez Baudelaire toujours cette théorie de Platon, de l'âme et du corps. Platon pense que l'âme, c'est ce qui permet à l'être de s'élever, d'être plus intelligent, d'aller vers la connaissance des choses, des essences, et malheureusement, elle a déjà perçu votre âme dans une vie antérieure la beauté, elle aimerait la rejoindre, mais c'est une sorte de paradis perdu, et surtout
empêché de partir par votre corps qui fonctionne comme un tombeau et qui vous empêche d'accéder à l'idéal. Donc que fait votre âme? Elle promet, elle pousse un champ plein de lumière et de fraternité. On arrive sur le vers 4. Ce ne sont que des connotations positives. Le champ, c'est normalement quelque chose d'harmonieux. La lumière, c'est la lumière qui permet d'accéder à la connaissance, au savoir, c'est quelque chose de rayonnant. Et la fraternité permet de revenir sur le lien très fort, très fusionnel entre votre vin et votre poète. Donc sur ce vers 4, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir que le sujet, je pousse, au vers 2, a été coupé par l'apostrophe, il y a une sorte de suspense en quelque sorte. Vous avez ensuite au vers 3 le complément circonstanciel de lieu, d'accord? Et on arrive sur le vers 4, enfin, au COD. Je pousse quoi? Le champ qui est plein de lumière et de fraternité. Donc vous avez toujours chez Baudelaire la convocation des sens, donc la lumière et puis l'adjectif vermeil au vers 3 font appel à la vue, bien entendu le chant fait appel à l'ouïe. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la force du vin est telle que son chant se fait entendre et veut sortir, et qu'on l'entend alors qu'elle est prisonnière de la bouteille. Je reviens juste sur une chose, alors je remets mon texte en noir. Voilà, vous voyez que vous avez sur cette première strophe 2 fois le verbe chanter, une fois au vers 1 et une fois au vers 4. La première fois, c'est le verbe qui est conjugué à l'imparfait, la deuxième fois, c'est le nom commun. Donc cette figure de style, quand vous répétez un nom de la même famille sous 2 formes différentes, c'est ce qu'on appelle un polyptote. Le verbe pousser, pour finir cette première strophe et ce premier mouvement, est un appel, une tentation qui doit conduire à un état de bien-être. On a donc l'impression de rentrer dans un poème épicuriste. L'épicurisme, c'est la recherche du plaisir immédiat. Voilà. On bascule donc à partir de là dans le deuxième mouvement qui concerne les 2 strophes suivantes, la strophe 2 et la strophe 3. Ce deuxième mouvement va marquer la gratitude du vin envers l'homme. On retrouve donc un éloge du vigneron qui cultive la vigne. On le voit avec la subordonnée ici, exclamative, qui s'arrête ici, donc je vous la mets en surbrillance. Combien il faut, et donc on voit que le vin est reconnaissant, il sait combien il faut de peine, de sueur et de soleil cuisant. Vous avez ici une énumération qui traduit la peine du vigneron pour cultiver le vin. C'est un travail pénible sous le soleil. Vous avez donc, pour parler du soleil, deux termes qui font référence au soleil. La colline en flamme et au vers suivant, au vers 4, 5, 6, le soleil. Donc le résultat de ce travail se voit avec ici le complément circonstanciel de but, qui est aussi répétitif. Je vais le mettre en gras, pour engendrer ma vie et me donner l'âme. Alors, j'explique, vous avez ici un chiasme. Vous avez une première fois un verbe, engendrer, vous avez le pronom personnel, le déterminant possessif, ma vie, vous avez me, pronom de la première personne, et un verbe, l'infinitif. On a donc une disposition des mots A, B, B, A, ce qui montre que le poète, quand on a un chiasme, on garde essentiellement souvent les mots qui sont à l'extérieur. Donc le poète donne vie et donne âme au vin. Donc c'est des synonymes. Le vigneron est bien entendu le père du vin, il y a l'idée d'une naissance, même d'un accouchement, et le vin s'anime, au sens étymologique du mot